RCN. Le son de la différence. Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran. Amis de la poésie, bonjour. Bonjour. Oui, c'était donc la bande-annonce française de l'époque de Street Trash, quand on va parler du film légendaire de Jim Murrow. Et je trouvais qu'il n'y avait pas meilleure introduction en fait que la bonne vieille bande-annonce à l'ancienne, donc qui datait des sorties VHS en 1987. À la fois pour le doublage et les bruitages, c'est aussi important. On était pas mal, effectivement. Bien signer une émission sur le signe du mauvais goût, surtout. Voilà. Alors, pour terminer la saison, il fallait bien qu'on parle de mauvais goût. Salut Seb. Salut. Enfin, mauvais goût et très bon goût à la fois, parce qu'on va parler quand même que ce film-là est pas devenu culte pour rien. Alors, c'est vrai que donc on va parler donc de Street Trash, mais avant de parler de Street Trash, il faut quand même parler des deux personnages principaux pour l'élaboration de ce film. Tout d'abord, le premier, le réalisateur James Michael Murrow, donc dit Jim Murrow. Lui, en fait, donc réalisateur donc originaire du comté de New York, c'est un passionné donc du cinéma d'épouvante depuis sa plus tendre enfance. Et c'est vrai qu'en fait, lui, il a commencé notamment par aider plusieurs cinéastes avant d'entrer à l'école. Notamment, il a aidé par exemple Frank Henenlotter sur le tournage de Basket Case. Ça va, hein. Donc voilà, il a un petit peu commencé, on va dire, dans le milieu du cinéma underground, qui finalement va le marquer, hein, parce qu'on va le voir avec Street Trash. Il va atterrir donc ensuite la School of Visual Arts of New York, et donc c'est avec un camarade de classe qui va réaliser un petit court-métrage qui s'appelle Street Trash. Absolument. Donc déjà étudiant. Commencer avec Henenlotter, ça va. On est quand même dans les grands noms du cinéma underground new-yorkais de l'époque des années 80. Et le cinéma de la débrouillardise. Et de la débrouillardise, vraiment avec déjà, en tout cas le cinéma d'Henenlotter, c'est ça. C'est déjà du bas-fond de l'âme humaine dans le New York de l'époque post-Reagan, hein, en tout cas. Oui. Reagan ou post-Reagan, ça aura son importance pour Street Trash aussi. Mais avec effectivement toute cette génération-là de Henenlotter, de Ferrara, de ces gens-là qui sont, comme tu dis, dans la débrouille avec 3 francs 6 sous, arrivent à monter une prod et à faire donc les Basket Case, les 3 en tout cas pour Henenlotter et Frankenhooker, qui est aussi un des monuments de bis underground new-yorkais. Et donc c'est là-dessus que Jim Murrow se fait ses armes, surtout en travaillant sur la créature de Basket Case, cette espèce de créature qui se cache dans le panier, informe quoi, et donc s'occupe déjà un peu du maquillage tout en suivant ses études. Ce qui lui fait très peu de sommeil dans tout ça, voilà. Hein, quand même. Et oui, voilà, avec son court-métrage Street Trash, qui est déjà un manifeste déjà de ce que sera le long-métrage plus tard, oui. Mais qui aussi appartient à cette génération de cinéastes comme Henenlotter, finalement. Oui, alors les générations de cinéastes, on va en parler, parce que forcément, le cinéma new-yorkais, en fait, regorge de ce genre de réalisateurs qui ont vraiment marqué un peu cette période du New York des années 80, très très sale, très abrupte, finalement, qui sont un peu les enfants aussi déshérités on va dire de certaines, un peu comme Martin Scorsese, qui lui l'avait déjà démontré dans les années début des années 70 avec Taxi Driver. Mais c'est vrai qu'en fait les années 80 vont être portées un peu plus sur le côté série B, le côté comédie horrifique que n'avaient pas les années 70. Et c'est vrai que donc et surtout, Street Trash posait déjà un peu les bases de ça, quoi. Ouais, et surtout là où Scorsese et compagnie le court-métrage. Ouais, bien sûr. Sont sur du cinéma indépendant, mais qui se revendiquait quand même de l'ancien Hollywood, quand même. Voilà, référencé. Là, on est typique dans ce qu'on appelle la vague du gore américain des années 80. Et on va voir Street Trash, c'est vraiment un des grands films cultes de cette époque-là aussi par rapport aux propositions gore qu'ils ont à l'intérieur de lui. Et c'était déjà du coup le cas dans le court-métrage qui est déjà... en fait, tout l'arc narratif et le seul arc narratif qu'il y a dans le court-métrage, c'est cette boisson qui est sortie d'un carton et qu'un mec, parce qu'il n'y a pas de petites économies, va le vendre $1 à des clochards du coin, et les clochards du coin, à chaque fois qu'ils en boivent 20, se liquéfient et se décomposent. Et c'est juste le court-métrage, une succession de ça, avec déjà le personnage principal qui sera
alors entre guillemets, parce qu'on verra qu'il n'y a pas tellement de personnages principaux dans le film, dans le long métrage, mais qui était déjà en tout cas le héros du court métrage, et qui est j'en achète une, mais à chaque fois on me la vole, et donc j'arrive pas à picoler mon truc, et c'est un prétexte pour faire une succession de scènes qui sont vraiment un prétexte gore, et qui montre déjà un vrai savoir-faire pour Jim Muro en la matière, quoi. Exactement. Alors c'est vrai que donc ce court-métrage, donc de 15 minutes, va plutôt impressionner en fait les représentants de son école, notamment donc le deuxième personnage important dans l'histoire, Roy Frumkes. Roy Frumkes en fait donc était professeur de Jim Muro à la Visual Arts of New York donc, et Frumkes n'est pas un professeur très âgé, il est assez jeune, il connaît le milieu de la série B, il a notamment travaillé avec Romero, il a fait un documentaire sur le tournage de Dawn of the Dead, il a même joué un zombie dans Dawn of the Dead, donc dans Zombie de Romero, sorti en 78. Et c'est vrai qu'en fait, donc, Frumkes va proposer donc, à Jim Muro en fait, de tourner une autre version, une version améliorée, toujours en 16 mm donc, et Frumkes en fait va lui-même se charger du scénario, de réunir avec beaucoup de difficulté le financement pour développer cette aventure, et c'est comme ça que le long métrage va se mettre en route. Et alors de manière très très maligne pour Frumkes, donc on lui charge déjà d'écrire un scénario à partir du court métrage qu'on vous a résumé, voilà, c'est juste ça, et donc lui décuple au moins le nombre de protagonistes par rapport au court métrage, va mettre beaucoup plus de profondeur à des personnages aussi, forcément. Ramener plus de profondeur, et alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est dans ce que le film dont on va parler n'est pas celui qu'a écrit Frumkes. C'est-à-dire que celui que Frumkes a écrit arrivait, ils avaient réussi à tout tourner, arrivait à 2h40 de métrage. Et avec plein de sous-intrigues, plein, et finalement à la fin, le film qu'on connaît, il est en 1h40. Et comme tout ce qui a été tourné a été perdu depuis, on ne connaîtra jamais ce qu'avait écrit Frumkes. Voilà. Bon, cela dit, est-ce que ça tiendrait sur 2h40 ? J'en suis vraiment pas convaincu. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est dire le travail qu'a réalisé Frumkes en tant que scénariste dessus, et en tant que producteur. Il a fait cette chose quand même très très maligne, qui est donc le principal producteur du film, c'est lui et Muro. Mais pour pouvoir récolter les fonds, il a passé 1 an à demander à le plus de personnes possible de donner vraiment pas beaucoup. Voilà. Ce qui fait que personne... On est sur les principes du financement participatif, en fait. Exactement. C'est avant que Kickstarter ou KissKissBankBank existe, tout simplement. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique vraiment une liberté artistique totale pour Frumkes et Muro. C'est-à-dire que personne n'a plus d'investissement qu'un autre dans le film, et du coup, personne n'a plus son mot à dire que Frumkes, qui lui a déboursé le plus d'argent là-dedans. Voilà, il y a juste en fait le petit distributeur derrière qui a mis $60 000, c'est tout. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que donc Frumkes qui s'est chargé du scénario, parce que c'est vrai qu'en fait, il faut quand même le dire, Jim Muro, lui a fait ce court-métrage un peu pour enchaîner des gags, il n'y a pas de réelle narration, comme on en a expliqué, parce qu'en fait, Muro est plus féru de technique. Muro adore la technique cinématographique, et d'ailleurs pour le court-métrage Street Trash, il s'était donc payé et développé une Steadicam, notamment suite à un héritage où il avait gagné un petit peu d'argent pour développer sa caméra, quoi. Ouais, la mort de son oncle, il récupère l'héritage, ça lui permet de commencer à avoir ce Steadicam, une des premières armes dessus, il est devenu le spécialiste en la matière depuis, mais en tout cas ça lui permet d'avoir un minimum de matériel pour quand même offrir au film, comme tu dis, la technicité, l'ambition qu'il a envie d'y mettre. Parce qu'on va bien voir, au-delà du statut culte de film B qu'il est, Street Trash est aussi culte par rapport presque à la maîtrise en fait que Muro met dans la réalisation du film. Mais en tout cas, voilà, on arrive là où on en est sur un court-métrage qui va être adapté en long-métrage, réécrit par son professeur qui a une durée pharaonique en tout cas qui a un nombre de pages assez pharaonique. Et c'est tout. Et maintenant, comme on a dit qu'il y avait de plus en plus de protagonistes, enfin beaucoup plus de protagonistes par rapport au court-métrage, il va falloir trouver les acteurs et l'équipe pour la constituer. Exactement. Le casting se compose à quelques exceptions près en fait, de comédiens, parmi lesquels on va avoir très peu d'expérience cinématographique. Si pour la plupart, d'ailleurs, ça a été aussi pour certains la dernière, d'autres ont quand même réussi à s'imposer, notamment dans le domaine de second rôle. Notamment, on voit par exemple James Lawrence. Alors James Lawrence, donc qui joue le chauffeur du mafieux, donc qui notamment se fait vilipender parce que sa femme a été tuée.
Sa copine, non, la copine du mafieux. Je sais plus si c'est. C'est la femme du mafieux qui se fait. Qui se fait pas kidnapper du tout d'ailleurs. Non, elle était bourrée. Elle finit violée en groupe et tuée c'est son fin de parcours à elle. Et en tout cas, c'est ce que dit le mafieux, à cause du portier qui est joué par James Lawrence. On va le retrouver notamment Shane Lennotter qui va jouer dans Frankenhooker. Tony Darrow, le mafieux, donc, qui joue Tony Durant. C'est un mafieux qu'on va retrouver plus tard, donc, dans d'autres rôles de mafieux, en fait, dans Les Affranchis, dans Les Sopranos, dans Mafia Blues, alors qu'à la base, c'est un comédien de stand-up, comme tu me disais. Absolument, ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été dégoté, et ça fait partie, de toute façon, on reverra après quand on rentrera plus dans le film, mais il y a des acteurs, alors déjà, comme tu dis, il y avait des acteurs et des non-acteurs à l'intérieur du film. Oui, ça a changé notamment pour l'acteur principal, en tout cas, le personnage de Fred, le premier clochard qu'on voit dans le film, lui, c'était un ami du réal et il était maquilleur, quoi. Ce n'était pas en fait l'acteur qui était prévu, parce qu'il finalement il est parti en cure de désintox. Absolument, c'était un toxico, il n'est pas venu parce que certainement c'était un toxico. Mais donc il y a lui qui est venu. En tout cas, il y avait acteurs et non-acteurs, et surtout il y avait différentes écoles d'acteurs à l'intérieur de ça. Et les deux qu'on vient de citer, James Lowry et Tony Darrow, eux étaient beaucoup plus enclins à l'improvisation, en tout cas. Et ce qui fait que, par exemple, ça a donné des scènes qui n'étaient pas du tout écrites par Frumkes et qu'ils ont gardé pour permettre, ils en ont même réécrit d'autres qu'ils ont gardé dans le film pour le coup à la fin pour les permettre aux acteurs d'improviser. Voilà. Donc on a vraiment tout ce melting pot d'artistes là qui se réunissent en tout cas, mais avec aussi d'autres acteurs qui étaient habitués à ce mouvement de série bis, voire série Z de chez Troma, par exemple. Pat Ryan, donc, qui joue le chef de la casse, qui est un habitué de chez Troma, en fait. Absolument. Donc, et qui a un peu le physique pour aussi, Ouais, c'est l'américain obèse dans tout ce qu'on peut avoir de représentation dans notre esprit, qui joue, comme à son habitude, un gros dégueulasse, quoi, en fait. Tout simplement, quoi. Ou même encore Bill Shepil, alors lui, le policier, donc Bill le policier, qui en fait joue presque son vrai rôle, en fait, à la base, parce que c'est un ancien flic. Complètement. Et lui, il a une autre histoire après à la fin qui est un peu différente, mais non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ce Bill Shepil, donc, qui a été un vrai flic et qui a eu affaire à un vrai flic à New York, quoi. Donc on vous laisse imaginer qui connaît un petit peu l'histoire, qui a eu affaire à plein de choses sordides, etc. Et qui est, mais je pense même dans la vraie vie, un peu ce qu'on peut imaginer d'un Charles Bronson, d'un justicier dans la ville, quoi. Vraiment le mec. Parce qu'il y a quand même une scène, il faut quand même l'expliquer, où il va donc s'attaquer à un mec dans les chiottes. Et quand il a fini de le fracasser, voilà. Et se faire vomir pour le gerber dessus, quoi. Tu perds gerber dessus. Ouais. Donc voilà. En tout cas, il a toujours dit, ça me fait énormément rire de reprendre un rôle de flic par rapport à ce qu'il a joué avant. Et il n'avait jamais été acteur. Et d'ailleurs, la première scène qu'il a fait, c'était justement avec Ryan, qui est un habitué de Troma, qui est une personne qui l'a très vite pris par la main, parce qu'évidemment, t'as beau être flic, quand il s'agit de jouer acteur, c'est encore autre chose, quoi. Surtout que son personnage, c'est quand même un sacré personnage, hein, le policier qui enquête, qui veut buter, qui est un peu misogyne sur les bords, un peu partout. Peut-être qu'on peut essayer de dire 2-3 éléments de l'histoire de Street Trash, parce que parlons un peu plus pour résumer un peu le film. Parce que c'est vrai que l'histoire, comment dire, c'est un... Voilà, il n'y a pas de personnage principal, on est vraiment sur un lieu de vie. C'est l'histoire donc dans un quartier de Brooklyn. Le tenancier d'un magasin de boissons alcoolisées découvre caché derrière une paroi de sa boutique une caisse de flacons que se nomme Viper. Il vend donc ces bouteilles à des clochards donc, qui vivent dans une case de voiture partiellement reconvertie en véritable bidonville. Et donc les premiers vagabonds à consommer ce mystérieux breuvage vont en avoir pour leurs frais. Il s'agit en fait d'un violent poison qui a comme effet secondaire en fait de les liquéfier vivants.
Voilà, donc ça c'est le fil rouge. Maintenant, voilà. Ça c'est le fil rouge du film qui s'accélère un peu vers la fin. Et sinon en même temps, on a quoi ? On a l'histoire de ce flic qui essaye de faire le ménage dans New York. C'est ça. On a donc l'histoire de Bronson, le chef des clodos, qui est un vétéran du Vietnam et qui mène tous ces clodos avec son esclave sexuel qui est joué par l'incroyable Nicole Potter. Moi je la trouve incroyable, cette actrice. Et on a en même temps l'histoire de ce mafieux qui perd sa femme et qui accuse un portier, et du coup une espèce de retrouver qui a tué parmi les clodos, en fait, dark narrative de mafia, en fait, ça, de mafieux, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on... je crois que j'en oublie... Enfin bref, on a aussi les deux frangins, en fait, au début. Donc, les deux frangins, bien sûr, qui sont presque ceux qu'on rencontre en premier. Voilà, bien sûr. Donc, ils sont un peu paumés dans cette ville, qui sont un peu... on va dire, des nouveaux dans ce milieu de SDF, d'abandonnés, de marginaux. Et donc, l'un essaye quand même de garder un semblant d'humanité, pendant que l'autre plonge peu à peu, en fait, dans cette complaisance de la crasse, en fait. Ouais. Et puis il y a un autre clochard, Burt, qui est un des potes aussi, qu'on voit piller le supermarché, qu'on suit un peu. Qui a un masque à gaz. Et puis on a par exemple Wheezy, qui est donc un des bras droits de Bronson, qui veut essayer de retrouver donc le grand frère de l'autre parce qu'il lui a piqué $3. Exactement. Donc ça, en fait, c'est surtout pour vous dire que tous ces éléments sont dus au fait, encore une fois, d'un film qui a été amputé d'1 heure de ce qu'il a été écrit. Et donc, en reste des bribes. Il y a forcément des bribes de choses qui ont certainement eu beaucoup plus de profondeur et d'écriture, mais qui sont comme là. Mais ça ne rend pas le film incompréhensible et regardable pour autant. Non. Et du coup, ce qui fait que, on y reviendra, mais pour moi, le vrai personnage principal de Street Trash, c'est Brooklyn, c'est New York en fait. C'est le quartier dans lequel se passe... La force de Jim Morrow, et ça on peut commencer à parler du film, parce que finalement, quand l'underground devient un élément contre-culturel, c'est la grande force du film. C'est cette façon de montrer ce milieu. D'ailleurs, c'est un porte-étendard du milieu underground, je trouve, un Street Trash dans les années 80. C'est un parfait représentant du cinéma contre-culturel riganien. Et il a cette faculté, en fait, forcément de montrer en avant donc, les marginaux, parce que c'est un peu l'histoire de ça aussi. Ça montre en avant donc, ces films, ces personnages, en fait, où forcément qui sont jamais mis en avant dans d'autres films. D'ailleurs, Jim Morrow dit qu'à la base, en fait, sur ce qu'il voulait faire avec Street Trash, en fait, c'était par le biais d'influence de réalisateurs underground comme John Waters ou même Ross Meyer. Fromkins parle forcément en tant que scénariste et en tant que producteur, lui, d'autres films, notamment de Dodescaden de Akira Kurosawa, parce que ça parle aussi forcément des bidonvilles japonais. C'est vrai. Il y avait même une réplique référence dans le film, je sais plus laquelle. Mais et forcément, sur la situation des marginaux, on peut penser aussi à d'autres films, comme par exemple Los Olvidados de Buñuel, ou encore Afrus et méchants d'Ettore Scola. Il y a pas mal de moments, mais alors après c'est compliqué de se dire lesquels sont vraiment conscients ou pas de la part de Muro et de Fromkins, mais en tout cas il y a des moments qui se rapprochent le plus pour moi de comédie italienne, comme tu dis, Affreux, ça les méchants. Il y a un côté à la fois très graphique, mais aussi quand même très ironique sur la situation sociale des personnages. Ouais, et alors ça c'est le côté social, mais surtout c'est un mélange. John Waters est très juste, parce que pour moi il y a quand même de ça dans le film, de quelque chose d'organique et de puant et de mauvais goût, quoi, vraiment. Le mauvais goût est là. Plus loin. Mais c'est fait exprès, parce que c'est fait exprès, et en même temps Fromkins disait lui-même, en fait, quand il a élaboré le scénario, en fait, avec ce script, je voulais choquer toutes les communautés de la planète, et ce en toute démocratie. Ouais, c'est sa phrase de prédilection pour parler de ce film. Ouais, et elle est bonne à rappeler, parce que en fait, on peut vite se dire, tiens, Street Trash, on met en avant des hommes et des femmes qui sont à la rue, qui voilà, donc il va très vite, il y a des gens qui peuvent le mettre sur le trouver un peu marxiste presque, alors que non. D'ailleurs, Fromkins disait, moi je voulais même que les clochards viennent manifester devant le cinéma en voyant ce film. Il y a personne n'est à sauver, vraiment. C'est vraiment du film misanthrope, quoi. Vraiment, il y a personne qui est à sauver. Ils sont tous dégueulasses, quoi. En fait, si en surface on peut voir comme une satire politique acerbe, c'est surtout un défouloir et un pied de nez à ce que j'appellerais le tout commun hollywoodien, en fait. Le film est aux antipodes de tout ce que pouvait faire on va dire la bonne morale américaine dans son cinéma d'or, en fait. Et là on est très très loin de ça, en fait. Et c'est vrai que là on est vraiment,
comme je le disais, en fait, dans cette contre-culture higanienne, Muro en fait a voulu faire un peu comme légalement en fait d'autres réalisateurs dans les années 80, comme William Lustig avec Maniac, comme le Douglas Chick dans Chud, ou Frankenhooker, comme on en a parlé avant, avec donc Brain Damage ou Frankenhooker, pardon. Il arrive à montrer à perfection en fait du New York glauque et réputé comme extrêmement dangereux à cette période en fait. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment des lieux, des rues où en fait il y a rien, c'est le vide total. Ah bah alors il y a quand même alors il y a deux choses. Il y a déjà très rapidement on a l'impression de regarder un film post-apo en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans ces rues-là, on suit que des clochards, on voit très très peu d'autres citoyens et les peu qu'on voit, c'est ceux qui ont le malheur qui veulent pas s'arrêter au feu rouge parce que c'est trop dangereux. Et quand ils s'arrêtent effectivement, il se fait dégommer la tronche. Comme avec Bronson. Comme exactement. Et sinon c'est que des rues vides et c'est cette décharge automobile qui est un décor assez génial pour parler d'une chute de civilisationnelle quoi, où se passe, on fait des maisons dans des voitures, c'est marrant, on a fait la George Miller il y a pas très longtemps, voilà. On en revient quand même à cette imagerie là, et il y a aussi un autre élément qui est important qui fait que c'est pas Maniac, c'est pas du Lustig, c'est un film burlesque du street trash, et que la comédie a vraiment un rôle très important, en tout cas une place très importante, et il emprunte, moi je trouve beaucoup. Alors, il y a la fameuse, je vais prendre en exemple, cette fameuse scène de passe avec la bite coupée. Comme ça, on en aura parlé, c'est fait. C'est-à-dire que le personnage de Bronson, le chef des clodos, se met à couper la bite de quelqu'un qui voulait pisser dessus par un trou. Bref, voilà. C'est toujours très marrant de résumer Street Trash. Et s'ensuit, du coup, un grand moment où il se passe le pénis et ça vole dans tous les sens. Bref, ce moment-là est hyper burlesque. Déjà parce qu'il met une musique un peu rigolote. Voilà aussi. Ouais. Alors que la musique de base est quand même beaucoup plus portée sur des synthés un peu plus sombres et compagnie. Ouais. Et là, le film, en fait, craque complètement. Ah, mais complètement. Et puis, il y a, ça se traduit par les corps des acteurs en fait. Ils sont tous dans un jeu qui est vraiment, c'est presque du Chaplin et du Keaton quoi en fait, dans cette direction d'acteurs, et qui n'est pas juste pour cette scène là d'ailleurs, qu'en fait enfin je finis avec cette scène là, après j'ai plus loin. En fait il se passe et le mec qui a eu la bite coupée finit sur un bus en s'échappant pour aller à l'hôpital parce que le taxi a pas voulu le prendre. Bref, c'est un sketch de Buster Keaton quoi, tu vois, en plein milieu de ce truc de mauvais goût quoi. Alors la séquence est de mauvais goût, on va pas se mentir, mais en tout cas, il y a ce code de jeu-là. Et pour en venir au burlesque, tout le temps de film, en fait, c'est soit des gens qui courent tout le temps et qui courent avec tout leur corps, soit des gens qui se cassent la gueule, soit des gens qui finissent dans des pare-brises, etc. Et en fait, il y a des corps qui sont à la fois des corps qui sont malmenés et qui sont du coup qui portent le comique du film aussi. C'est ça. Oui. Mais en fait, le point de départ de Street Trash dénote, en fait, tout ce que l'on parle là, actuellement, en fait, c'est quasiment dès le départ. En fait, le point de départ donc de Street Trash, ça dénote donc déjà directement un argument surnaturel avec le Viper. Ouais. Mais en fait qui va forcément ouvrir la voie en fait de l'effet gore en fait qui va faire la célébrité du film. C'est-à-dire qu'en fait on va découvrir que c'est Lady Kaffee, et en fait pour éviter une quelconque censure très violente comme l'a été dans d'autres films dans les années 70-80, notamment donc Muro, quand il a voulu faire ce film, il a pensé à d'autres films comme par exemple I Drink Your Blood, et il voulait pas être interdit aux moins de 18 ans comme I Drink Your Blood. Donc éviter absolument de mettre du rouge partout et de mettre des effets multicolores quand les gens fondent. Et ça, c'est la brillante idée de Street Trash, qui est au-delà d'éviter une censure, donne cette caractéristique et cette singularité vraiment à Street Trash. C'est-à-dire que tous ces hommes et femmes d'ailleurs, en fait, parce qu'il y a aussi Wynette qui font, qui boivent la Viper, se mettent à fondre. Alors, et en plus, il n'y en a pas un qui fond de la même manière. C'est là qu'ils se sont éclatés. Celui qui est le plus bedonnant va gonfler, exploser. Le premier va fondre dans les chiottes pour finir dans une espèce d'étron, quoi, là, avec la main qui reste accrochée. Wynette va avoir tout le liquide qui sort de ses seins jusqu'à fondre et n'avoir que la tête, avec des vrais moments de bravoure. Moi, qui à chaque fois que je le revois, je suis
ébahi par la technique qu'ils ont fait pour faire fondre les effets de la Viper, en tout cas. Par exemple, le premier qu'on voit donc mourir, qui est donc le gars qui a volé le Viper au personnage principal, enfin au grand frère. J'ai oublié à chaque fois le nom du personnage, pour ça je dis grand frère. C'est Fred. Ouais, Fred, voilà. Et en fait, tous les effets sont hyper bien faits parce qu'en fait, il faut également le dire, et là j'ai envie de revenir là-dessus, c'est forcément la technique de Meurer à travers donc sa mise en scène et son montage, parce que finalement, en fait, c'est un effet pas de champ contre champ, mais en fait, on va voir les différentes étapes entrecoupées forcément par le lieu environnant de chaque personnage, en fait. Oui, exactement. Et par exemple, même la menace du gros qui va exploser, on le voit donc avec l'autre personnage, donc le grand frère, comme je disais, qui lui va carrément en fait voir la menace arriver au fur et à mesure et partir au-dessus de la voiture comme un peu dans les vieux sketchs de films de police pour éviter les balles, mais lui c'est pour éviter les tripailles. Complètement. Et des tripailles Fred, pour le pardon, gros. voilà. Fred, ouais. Pour le gros qui explose, les tripailles qui ont été faits pour l'anecdote avec plein de restes de biscuits de l'équipe qui étaient dégueulasses et qu'ils ne voulaient plus manger. Donc en partie de la fausse tripaille qui a été faite avec du maquillage, quoi. Voilà, on a des biscuits. Mais en tout cas, pour revenir à ces histoires de couleurs, il y a vraiment quelque chose de presque de peinture qui se met en place devant nos yeux, quoi, qui est pas juste une effusion de sang, mais juste c'est presque un manifeste artistique à partir des éléments gore, essayer de créer de l'art et autre chose, et du coup on n'a pas d'équivalent encore aujourd'hui de cette manière de montrer du gore que dans Street Trash, en fait, grâce à ça. En fait, c'est là où je pense en fait l'influence aussi à travers ça, c'est plus non pas relié à travers différents films comme on a parlé avant, mais en fait de l'influence des comics horrifiques américains et notamment de la littérature pulp, comme l'a été autrefois avec George Romero, ou même encore Dan O'Bannon avec Le Retour des Morts Vivants. Je dirais surtout forcément d'autres réalisateurs plus connus comme Stuart Gordon avec Reanimator, et encore et surtout Sam Raimi avec Evil Dead. Ouais, complètement. Qui sont alors surtout Sam Raimi et Peter Jackson par exemple, des aussi Peter Jackson, faut pas l'oublier, du burlesque gore, en tout cas du oui, film totalement, rien qu'avec Bad Taste ou encore Branded, grande figure de proue aussi, qui mériterait une émission à part entière aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que on pense beaucoup à la bande dessinée, quoi, à la BD dans Street Trash. Déjà, dans cette manière de dessiner chaque personnage. On retient pas forcément les noms, par contre on les voit, on reconnaît tout de suite qui c'est, on sait tout de suite dans quel milieu il est, etc. Et par rapport à un film qui est presque un film choral, tellement il y a de personnages, c'est vraiment très très fort. Et après, alors il y a tout ce déchaînement de couleurs gore qu'on a dit effectivement, mais chaque lieu aussi résulte d'un travail de décoration assez incroyable. Il y a la décharge et notamment la maison dans laquelle vivent les deux frangins, qui, encore une fois, c'est une voiture qui est plaquée contre des pneus. Contre des pneus, c'est tout. S'ouvre, et à l'intérieur, il y a tout un appartement qui est mis en place. Un appartement dans des pneus, attention, mais qui est mis en place. Il est vraiment très très fort. Et surtout, c'est drôle, Street Trash, je pense que adapter en BD, ce serait pas compliqué parce que les dialogues, il n'y en a pas besoin en fait. Je pense que tu mets Street Trash, t'enlèves le son, tu comprends quand même tout ce qui se passe, quoi. Parce que les éléments sont amenés, les éléments sont là, mais ils sont bien reliés. C'est parce que le film aussi est d'une clarté incroyable en fait. Là, il faut en revenir un petit peu là-dessus, c'est que Jim Meurer, en fait, on a parlé qu'il était Steadicammer. Et il a perfectionné son travail de Steadicammer pendant ce film en fait, parce qu'il y a des plans, il y a une visibilité, une lisibilité et des mouvements qui fait que en fait Street Trash n'est pas n'importe quel, on va dire, désolé du terme, un peu série B, un peu vulgaire comme l'a été certains traumas ou autres. Non, Street Trash vraiment dénote des autres par sa qualité visuelle. C'est pas la même démarche. De toute façon, Trauma, on est dans du Z revendiqué. Là où Jim Meurer n'a jamais voulu faire un film Z, pour moi. Il a toujours vraiment une vraie volonté ambitieuse de faire un vrai bis avec Street Trash. Un bis méchant, certes, mais un bis quand même. Cette phrase ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, puisqu'un bis ne veut pas forcément de chose. Bref, vous m'avez compris, en tout cas. Ce qui fait que... dès le début du film, comme tu dis, il y a cette course-poursuite avec le personnage principal on va arrêter de dire ça, l'un des deux frangins, Fred, qui vient de choper ça, d'avoir de l'argent et s'enfuit en courant, il y a une course-poursuite à pied. Tout de suite, on se dit, il y a
il y a quand même un vrai metteur en scène et un vrai réal, en tout cas un très bon technicien qui est derrière ce film. Et là, même en le revoyant avec la sublime réédition qu'ils ont fait là à ESC, voir le travail de composition de certains plans et surtout les choix de couleurs, c'est un film qui est paradoxalement aussi magnifique à regarder que repoussant sur plein d'aspects en tout cas. Mais d'un point de vue cinématographique, moi je le trouve très beau quoi quand même, Street Trash. Mais Street Trash en fait il a une qualité visuelle et je dirais même en fait c'est un film, c'est peut-être aussi un reproche, mais je trouve que ça reste un plaisir coupable là-dessus, c'est qu'en fait le film, des fois on se demande en fait où veut-il aller, parce qu'en fait on a vraiment l'impression de partir vraiment sur le côté ultra trash d'un côté comme la scène de la bite et compagnie, et d'autres même d'ailleurs qui sont très très sales, parce que le film va parler même de nécrophilie et autres, et d'un autre côté en fait on se dit mais il y a vraiment des aspects presque enjeux sociaux qui sont mis en avant, qui pourraient être mis en avant, et d'un autre côté on a ce véritable défouloir, et pareil pour le côté visuel, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment une qualité de technique incroyable, et d'un autre côté en fait on est vraiment sur je dirais pas le festival de la saucisse, mais vraiment le côté on va foutre des couleurs partout quoi. Ouais, et du coup ce qui fait que paradoxalement la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de Street Trash, c'est la Viper. Et c'est, comme on a dit, c'est ces effusions de couleurs qu'il y a aux effets gore. Mais pour moi, c'est les moments récréatifs du film. Oui. Tout le reste, il n'y a rien de récréatif. Non. Vraiment, tout ce qui peut se passer dans le film, c'est vraiment repoussant, quoi. Toujours en ayant conscience de la direction burlesque que peut prendre Jim Muro, mais quand même... que ce soit le personnage de Frank Schneezer, donc campé par Pat Ryan, qui est une saloperie monstrueuse. Bronson, qui donc en fait est un personnage qui est assez intéressant dans l'histoire, parce qu'en fait ça va développer le principe du PTSD, donc du Vietnam, donc le syndrome post-traumatique qu'ont les soldats. On a même... Qui est un psychopathe fini. Oui, mais totalement psychopathe. Mais il y a personne à sauver, en fait. Peut-être à part le jeune Kevin, qui est un peu le personnage le plus innocent de tous les bords, mais qui finalement, lui aussi, a ses propres péchés, parce que finalement, en fait, il aimerait bien fricoter avec Wendy. Ah bah complètement. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire... le cul et la bite, voilà. C'est tout ce que définit Street Trash, et donc c'est ce qui va motiver tous les personnages, voilà. Donc à un moment donné, il y a juste ceux qu'on voit faire des actions abjectes et ceux qu'on ne les voit pas faire, mais ça s'arrête là. Et encore en le revoyant, j'ai été assez surpris de voir... Le film ne montre pas grand-chose, en fait, à part ces moments de fond où les gens fondent en buvant de la Viper. Sinon, la nécrophilie, c'est hors champ. J'avais un doute en le revoyant. Non. La scène où la femme du mafieux, justement, se fait violer par tous les clochards, on ne la voit pas non plus. Et en fait, c'est marrant, il y a quand même... De la part de Jim Muro, une vulgaire, mais pas non plus, et pas tant finalement, en fait. Et c'est en ça, par exemple, que je trouve que quand bien même le film est assez misanthrope, parce que personne n'est à sauver dans le film, c'est pas quelqu'un qui se complaît dans cette misanthropie, ni de la pomme de Fröpkis, tu vois. Ça change... pas pourquoi je pense à lui, mais à des Lantimos aujourd'hui qui en font des tonnes, et puis qui font regarder comme je suis misanthrope, comme c'est rigolo, et comment je me complais là-dedans. Et pour moi, c'est tout l'inverse avec Street Trash, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de Jim Muro et de Fröpkis au scénario de dessiner tout ce qu'ils ont envie de dire sur l'Amérique de l'époque. Oui, puis contrairement à Yorgos Lanthimos, en fait, voilà, il arrive à poser un cadre, en fait. Ouais, complètement. Et un cadre et un contexte soit d'une période, ou soit même de l'aspect contemporain, parce que finalement, le film est contemporain à son époque. Ouais, complètement. À sa sortie. Et puis de remettre un peu les choses au point, c'est-à-dire Brooklyn, à l'époque où on était, c'était comme ça. Jim Muro, qui a lui-même vécu à la rue pendant un temps, pour je ne sais plus quelle raison, c'est un peu de quoi il parle quand même. C'est-à-dire que sous tout couvert de ce film bis et burlesque, il y a quand même des choses qu'ils ont profondément envie de mettre en avant. C'est le cas avec avec Bronson, qui revient de la guerre du Vietnam, qui est ce que, selon Dee Fröpkis, une véritable réponse au Rambo qu'il trouvait nul, quoi. Voilà. Vraiment, clairement. Mais dès le premier Rambo, ça, franchement, moi, j'ai vraiment vécu avec quelqu'un qui a craqué comme ça, et c'est pas Rambo, quoi. Ah bah vraiment non, pas.
et avec effectivement, donc et c'est marrant parce que sous couvert de ça, Frumkes a l'intelligence dans son scénar de reprendre presque tous les clichés du cinéma américain de l'époque. Oui. Avec la trame du mafieux, on a déjà vu ça 100 fois, le mec qui revient du Vietnam aussi, avec le flic qu'il a joué à la Charles Bronson, c'est pareil, mais en les faisant tous confrontés au milieu de tous ces clochards qui sont presque un peu pour se foutre de la gueule en fait des héros de Reagan en fait. Complètement. Et de toute façon, c'est tous des héros qui ont été en réaction ou sont apparus avec Ronald Reagan. Oui. Le soldat du Vietnam hyper badass, qui revient, le justicier qui fait justice tout seul, voilà, et qui se confrontent et qui finissent tous par crever dans le film. De toute façon, clairement. D'ailleurs, c'est marrant parce que Bronson, donc le mec qui vient du Vietnam, et le flic s'entretuent, en fait, se foutent sur la gueule, quoi, au bout d'un moment. Bronson avec son couteau en forme de fémur. Taillé dans un vrai fémur. Et d'ailleurs, qui perd et qui retaille dans le fémur du flic après. Bon, bref. Ouais. Voilà. Et qui finit à la fin explosé par une bouteille de gaz envoyée à et je trouve que c'est un des effets gore les plus impressionnants du film. Oui. Alors, c'est à la fin, c'est donc il y a le combat avec. Il chope Fred, donc le clochard principal, entre guillemets. Et Kevin, en fait, pour protéger son frère, donc va sortir une bourbonne de gaz. Une bouteille de gaz, une grosse, vraiment une grosse, il lui pète et la tête va virevolter. Et du coup, à la fin, donc, énième mauvais goût du film. Bronson, malgré qu'il soit décapité, peut enfin voir sous la culotte de Wendy qui passe au-dessus de lui. Wendy saute au-dessus de lui et du coup, il est là avec sa tête, il est un peu perdu, etc. Il lève les yeux, il voit sous la culotte et tu le vois sourire, cette tête en animatronique, voilà. Donc, sous couvert de la blague et de la bisserie, quoi, tu vois, il y a quand même un morceau de bravoure pour un film qui, je le rappelle, a coûté dans les 400 ou 500 000 $. Au total, à peu près 550 000 $. C'est très compliqué de le dire, mais c'est vrai que la plupart du budget donc, a été envoyé forcément dans les effets spéciaux. Et c'est vrai qu'il faut quand même dire que Jennifer Aspinall, donc, qui s'est occupée notamment de tout ce qui est, de tous ces effets-là, d'ailleurs qui est une des pointures de l'écurie Trauma, a pu vraiment... s'arracher, développer toutes les couleurs vives sur les différents corps qui giclent, qui liquéfient, et qui a même pu s'amuser aussi avec le personnage donc, de Bronson en faisant vraiment ce côté où il y a vraiment la partie au-dessus qui est arrachée complet, quoi, qui fait un espèce de V sur le reste du tronc. Enfin, c'est un morceau de bravoure. Et malgré tout, ce qu'on voit dans le film n'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Oui. Pour l'anecdote, elle avait donc mis en place cette tête en animatronique qui est vraiment moulée sur la tête de tête de l'acteur. Et première fois, ça marche très très bien, mais la caméra s'enraye. Et du coup, ils sont obligés de recommencer. Le temps de réparer la caméra, hop, il relance, sauf que en relançant, là, c'était la tête où le liquide, le faux sang qu'il y avait est venu un peu enrayer la tête, et du coup, l'effet qu'on voit dans le film, qui fonctionne très bien, et qu'on vient de vanter toutes les qualités de cet effet, et n'est pas aussi bien que ce qu'ils avaient prévu et ce qu'on aurait vu au premier plan. Voilà. Mais voilà, c'est pour dire, c'est de la petite production. Il y a aussi tout un temps de tournage qui a été retardé parce que la caméra, ils l'ont pété sur un Steadicam, sur le premier plan du film, le tout début du film où le premier clochard fond sur les toilettes. Il y a ce plan de Steadicam qui passe de toutes les ruines pour aller dans les toilettes. Aller le retrouver. Oui. Sauf qu'il y a une double porte qui s'est pas ouverte correctement. Paf, la caméra à toute vitesse s'est pété dessus et ils ont dû attendre je crois un jour, 2 peut-être avant qu'elle revienne. Ils l'avaient envoyée en avion, elle revienne. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est sur une petite production, quoi. Oui, voilà. Totalement, ça reste une méga petite production, c'est les productions fauchées de l'époque, des séries B, et qui forcément a qu'un seul but, c'est de marcher non pas sur, comme on va en parler, donc les sorties salles, mais forcément les sorties VHS. Alors, c'est vrai que donc, à sa sortie donc limitée en salle, parlons-en donc, parce que finalement c'est une œuvre devenue culte quasiment à sa sortie, je dis bien quasiment, parce que finalement à sa sortie limitée en salle, le film reçoit quand même des critiques plutôt positives de la part de la presse spécialisée, même si certains trouvent qu'il est assez laborieux, qu'il est assez hésitant dans sa narration, comme on en a parlé forcément, le film est un vrai patchwork en fait de Brooklyn, et ne se concentre pas uniquement forcément sur différentes histoires, donc c'est un film qu'il faut
apprécié, je pense, par son ambiance plus que par l'histoire, forcément. C'est une série B déjà de toute manière, même si je dis pas forcément que les séries B, il faut toujours... Enfin, il y a quand même des scénarios ultra élaborés, ultra bien écrits dans les séries B. C'est pas forcément un des gros reproches, mais c'est vrai que donc Street Trash, ça va marcher surtout parce que le film va devenir instantanément, immensément plutôt culte lors de sa sortie VHS et la même année, donc en 87, donc ils n'ont pas perdu de temps, et il devient forcément une des figures de proue des séries B fauchées, telle que l'a été notamment Sam Raimi avec Evil Dead 1 et 2, et encore Bad Taste avec les premiers Peter Jackson également. Ouais. Complètement. Sachant, alors comment ça s'est passé dès que le film s'est fini, etc. Frumkis qui va à Cannes, au marché du film, il arrive à trouver 2 acheteurs, seulement. Et puis, il y a quelques avant-premières qui sont très, très drôles là à revoir avec toute l'équipe qui est en costard. Donc, déjà, c'est drôle de voir tous ces acteurs en costard, loin du maquillage qu'on leur a fait dans le film. Et qui défilent pour aller dans le film sur certains avec le camion poubelle du début. Ils sont tous accrochés au camion poubelle pour faire la promo. C'est très marrant. Bref, et il y a ça. Et puis, c'est surtout en festival qu'il est un peu repéré en Europe. À Avoriaz, il fait un peu de l'effet. Oui, à Avoriaz. Donc, il repart à Avoriaz avec un prix. Il est même distribué en salle par Metropolitan Film Export en juin 87. Donc, Street Trash avait marqué même outre les États-Unis. Complètement. Et avec des séances de minuit. Et le film, comme tu dis. Comme à l'époque. En tout cas, il est remarqué et il frappe tout de suite. Déjà, il a une réputation qui est en grande partie due au travail, je ne sais plus son nom, je suis bien désolé, mais au travail qu'a fait l'artiste qui a fait les affiches, qui était... alors en France, c'est ça, pour la caméra, c'est les 2 pieds qui sont explosés. Et aux États-Unis, c'est vraiment juste le plan du chiotte dans lequel le clochard, le premier, meurt, et qui est déjà toute colorée, qui est déjà toute violette, et qui fait que ça intrigue, Les gens sont intrigués par cette image. Et en tout cas, il fait du bruit aussi par rapport aux gens qui l'ont vu et qui sont surpris, en tout cas ravis de la qualité de mise en scène et artistique du film, en tout cas. Et il commence à faire du bruit comme ça. Mais comme tu dis, bien sûr, ça reste un film... bis avec très peu de distribution, et c'est vraiment quand il sort en VHS qu'il fait qui commence vraiment à faire un tabac et devient, je crois qu'il a été dans les 40 films les plus loués à l'époque, tout le monde se le passait dans le monde entier, Oui, non, c'est un film qui a extrêmement marché par le biais forcément d'avant les réseaux sociaux, donc c'était forcément le principe du bouche à oreille, et qui marchait très bien, surtout dans le milieu spécialisé donc du cinéma d'horreur, comme on en parlait. C'est un milieu qui a une importance phénoménale dans sa façon de propager très rapidement un film, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'en fait... c'est un film qui va garder son statut culte malgré le fait, et là il faut revenir là-dessus, donc malgré le fait qu'en fait, très vite après sa sortie, Jim Muro va renier le film. Et oui. Et en fait, donc, parce que depuis le début, on parle d'un seul et unique film pour Monsieur Jim Muro. Car il en a fait qu'un seul durant toute sa carrière. Et ouais, c'est celui-là. C'est son Nuit du chasseur, en gros. Oui, là on peut le mettre même du même niveau que Charlotten. Oui, complètement. Oui, très rapidement, il va renier le film pour des raisons qu'on peut pas vous dire, en fait, parce qu'elles sont encore très par exemple, inconnues. Jim Muro va totalement renier le film. Il va avouer et considérer... encore et toujours ce film comme un péché de jeunesse. En fait, il va quitter New York, il va quitter donc le milieu underground artistique new-yorkais pour s'installer à Hollywood, alors que finalement le film était contrairement très critique envers le milieu hollywoodien finalement. Et c'est vrai que les raisons en fait de la version du New-Yorkais pour son premier vrai travail de réalisateur sont assez obscures. Alors il y a énormément de théories qui ont circulé pour justifier ce déshéritement. Alors la plus répandue vient du fait qu'en fait Jim Muro aurait emprunté des fonds à la mafia de la ville pour produire son film, et qu'en fait au vu de la représentation de la mafia dans ce film et au vu du peu de résultats en salle de Street Trash, ça lui aurait valu quelques menaces, et Jim Muro aurait donc promis de ne plus faire de film à travers ces menaces. Et une autre viendrait également du fait qu'en fait il aurait intégré une secte qui refuse toute forme de violence et qui forcément ne correspond plus à l'éthique
ou correspondrait plus à l'éthique de Jim Murrow actuellement. Oui, alors bon, tout ça c'est des théories, vraiment on n'en sait rien. On n'en sait rien. Même Frumkees aujourd'hui... Frumkees a même fait un documentaire qui s'appelle Meltdown Madness, qui revient sur l'histoire de Street Trash. Jim Murrow est totalement absent du documentaire. Il n'y a que les images d'archives de l'époque, il n'est pas là, c'est le seul de toute l'équipe du film qu'on ne revoit pas dans le documentaire. Il ne veut plus en entendre parler, durant les interviews il ne veut pas qu'on entende parler de Street Trash. Non. C'est quelqu'un qui est resté totalement... absent dans ce contexte maintenant actuel. Renié. Alors lui a toujours quand même dit au début que c'était une représentation des hommes, des clochards qu'il ne souhaitait plus qu'on lui parle, qu'il n'assume plus aujourd'hui. Voilà, en tout cas. Là où Frumkees est encore très très fier de ce film, et d'ailleurs il a grandement participé à la restauration encore aujourd'hui. Mais Jim Murrow, non. Voilà, on ne sait pas. Voilà, c'est vraiment des théories qui courent. En tout cas, il n'a plus du tout réalisé de film. En revanche, c'est devenu encore aujourd'hui un des meilleurs techniciens de cinéma au monde. Exactement, comme je l'ai dit, donc il s'est installé vers Hollywood, et Hollywood, en fait, il est devenu un excellent opérateur Steadicam. Comme je le disais, donc Murrow est un fin gourmet de la technique cinématographique, et donc en fait il va notamment collaborer avec quelques petits noms du cinéma hollywoodien, notamment par exemple James Cameron. Il va notamment travailler en tant que Steadicammer, opérateur Steadicammer, donc sur Terminator, sur Aliens, également sur Titanic ou encore le premier Avatar. On va le retrouver même également chez Martin Scorsese sur Casino, et c'est vrai qu'en fait donc Murrow... Donc si tu te souviens un peu des plans de Steadicam travelling dans Casino et genre Terminator et Titanic, tu dis ok. C'est Murrow. C'est Murrow, voilà. Donc c'est quand même... Et encore aujourd'hui, là, dernièrement, c'était le directeur photo, me semble. Alors oui, il est également directeur photo. Il a été directeur photo chez Kevin Costner, donc depuis le début, notamment en 2003 avec Open Range. Ouais. Il a même également été donc directeur de la photographie en 2004 pour Collision, film qui a reçu l'Oscar de Paul Haggis. On le retrouve dans d'autres petits films forcément, même dans Rush Hour 3 de Brett Ratner. Il a également travaillé avec pas mal de séries télé. Alors il a même réalisé quelques séries télé, enfin quelques épisodes de séries télé, notamment Shameless, la version américaine, ou encore par exemple The Brink plus récemment, ou même encore la série Southland, il me semble. Ok. Mais voilà, ouais, donc on l'a revu assez récemment, donc en tant que directeur de la photographie, non pas Steadicammer, sur aussi la nouvelle fresque de Kevin Costner, donc Horizon, une saga américaine, chapitre 1 et bientôt le chapitre 2. Donc il est encore parfaitement... non seulement il est encore dans le milieu du cinéma, mais en plus c'est un des Steadicammers les plus reconnus et appréciés du milieu hollywoodien. C'est-à-dire, exactement. Déjà quand tu travailles sur plusieurs films de James Cameron, c'est qu'il y a un moment donné, si le mec te reprend pour te faire chef Steadicam, c'est que tu maîtrises bien ton boulot, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un grand génie qui valide en fait tout ce qu'on disait de Street Trash en matière de qualité de réalisation. En fait, il y a déjà des fulgurances dans le film et des choses qui sont que c'est pas juste un film bis, il y a vraiment toute une technicité impressionnante dedans et qui en fait, au lieu d'être réel, il continue cette chose-là. Mais c'est sa grande force en fait, je trouve, à Street Trash. En fait, c'est que c'est un ensemble de tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un scénario donc par Frumkees qui va quand même... C'est un peu l'instigateur aussi qui va lancer un peu Jim Murrow dans ce projet-là, parce que finalement c'était qu'un simple court-métrage. Il se rend compte du potentiel de ce que cela peut donner. Il va donc développer un scénario donc qui aurait dû faire 2h40 et qui finalement ne fait qu'1h40, mais qui tient la route. Et surtout aussi, il y a le travail technique de Jim Murrow derrière. Et c'est aussi peut-être ça qui montre aussi la grande force de Street Trash par rapport à d'autres films, comme je disais, comme Chud ou Maniac aussi de William Lustig, qui ont leurs défauts, qui sont des bonnes séries B, mais qui n'ont pas l'aura ni la qualité nécessaire qu'avait Street Trash, quoi. Qui sont des très... Maniac est une des meilleures séries B, c'est incroyable, je veux dire, mais c'est d'un... Mais ça n'a pas l'aura d'un Street Trash. Non, mais surtout, Maniac est désespéré, quoi. C'est vraiment noir, quoi. On suit un serial killer et point, quoi. Et avec tout ce que ça a de dégueulasse et de profondément déprimant. Et qui a une inventivité et qui a une manière de mettre en scène, d'embrasser ce personnage, c'est brillant, quoi. Street Trash, c'est un film punk, quoi. Et c'est vraiment un film avec
avec une énergie punk derrière et avec un élan et on sent l'élan dedans, mais de toute façon on fera rien derrière. Allez, c'est parti, on met tout dans celui-là, on est méchant comme il faut, enfin non, comme il faut pas, justement, on est méchant. Il est gratuit, enfin il n'est pas gratuit, il est gratuit juste méchant dans le premier contexte. On pense à cette gratuité, mais en fait le film va vraiment en fait avoir ce côté punk, comme tu disais, en fait. Ouais, complètement. Et puis on balance tout, on y va, et tout le monde y va, et on sent, et les différentes images de making-of qu'on a aujourd'hui, tout le monde prend un pied monumental à jouer, à réaliser ce film, etc., à filmer ou à jouer des choses qui sont moralement inadmissibles, quoi, mais dans un joyeux bordel, et le Street Trash est un joyeux bordel, c'est même le film joyeux bordel à son apogée. Oui, c'est un film en fait qui est complètement, comment dire, déjà en fait cette façon de travailler le 16 mm, cette façon de travailler en fait tous ces mouvements de caméra et compagnie, montre aussi à quel point que on pouvait faire autant un petit film, mais il montre en fait, et il fait partie je dirais de cette grande force du cinéma des années 80, des séries B, en fait, de travailler toute cette inventivité. C'est-à-dire que autant on a pu voir des gars comme Sam Raimi travailler à mort, par exemple, notamment dans le tout premier, le travail du stop motion pour voir l'un des personnages fondre à la fin. On a le travail incroyable des animatroniques dans le 2. On le voit également avec Peter Jackson sur le travail des différents costumes pour faire des espèces de monstres affreux, bêtes et méchants, je dirais même à la Scola dans Bad Taste. Mais il y avait ce côté un peu, comment dire, on est dans une période où les années 80 commencent à, on va dire un peu à, je veux dire en gros guillemets, puer de la gueule au niveau de l'époque. Et en fait, donc il y avait une façon de se lâcher à travers le cinéma, et notamment forcément le cinéma de série B, le cinéma de genre, est toujours là pour ça, en fait. Ouais, et puis une espèce d'insouciance et d'inconscience, en fait, de la part des mecs là, à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, tu refais pas Street Trash, c'est pas possible. Peter Jackson, non, il peut plus refaire un... Non, alors, Peter Jackson non plus peut plus refaire, mais je veux dire, il y avait à la fois... Ouais, espèce d'inconscience, quoi, de faire ça, quoi, et de vouloir faire des films qui sont à l'antithèse de ce qu'on peut montrer ou pas au cinéma, quoi, et avec force, et ouais, c'est des films à Street Trash ne peut plus exister aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Il y avait des rumeurs comme quoi il y allait avoir un remake de Street Trash. Ouais, mais comment tu veux faire un remake aujourd'hui? Ça avait été annoncé en 2024, il me semble. Ouais. On n'en a pas revu, enfin on n'a pas eu une seule image, on n'a rien entendu dessus. Ouais, sur un synopsis que j'avais vu qui se passe en Afrique du Sud, avec des trucs de complot. On n'a pas entendu derrière de nouveaux choses. Enfin, on sait très bien qu'en fait un film comme ça, on ne peut plus le faire forcément, mais il n'y a plus le contexte social, il n'y a plus le contexte d'époque maintenant. Bah on te referait quoi? On te referait des mecs qui fondent avec plein de couleurs parce que c'était comme ça qu'était Street Trash, mais la profonde misanthropie de tout ça, on pourrait pas la retrouver, c'est pas possible. C'est impossible. Quoi. Et même cette manière de faire, elle est vraiment beaucoup trop estampillée aux années 80 et à cette époque-là. Donc et puis bon, quel intérêt, et en même temps quel intérêt de le revoir encore maintenant? Il va avoir 40 ans ce film, je trouve qu'il a pas vieilli une seule fois. Non, c'est sa force. C'est sa grande force aussi. C'est la grande force en fait de certains grands films d'horreur ou même de série B d'époque. Hein. Vous avez cette suspension d'incrédulité qui arrive très très rapidement en fait et qui ne vous lâche pas, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que un des plus grands réalisateurs américains encore à l'heure actuelle peut être un gars comme Sam Raimi si on lui donne un petit budget, une totale liberté de ton, et c'est reparti, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est le cas Street Trash, c'est un des rares films où il y a une liberté artistique de bout en bout, du début à la fin. Ouais. Mais voilà, comme on peut le voir avec des personnages comme Jim Morrow, finalement, pour des raisons obscures, parce que disons-le encore clairement, pour des raisons obscures, ne sont plus dans le milieu, en fait. Non. Enfin, dans le milieu. Ne réalisent plus. Ne réalisent plus. Voilà. Ouais, bon, en tout cas, il nous laisse Street Trash, il existe, quoi. Oui. Donc il peut le renier s'il veut. En tout cas, le statut culte de Street Trash n'est plus à prouver aujourd'hui, quoi. Non. Vraiment, c'est une référence absolue pour tous les amateurs de vice et de genre, qu'il faut voir. En fait, si vous aimez ça, parce que bon, c'est Street Trash, quoi. Après, c'est-à-dire que dans tout ce que ça a de mauvais goût, mais franchement, encore aujourd'hui, c'est un film. Le voir avec des potes, une bière à la main, c'est
c'est super quoi aussi, Street Trash quoi. Voilà, c'est un film qu'il faut pas l'oublier en fait. Le terreau vient des réalisateurs provocateurs j'aime pas ce terme, des réalisateurs comme John Waters ou Russ Meyer. C'est des films qui sont pétris d'humour noir, qui essayent de s'inspirer notamment des tout premiers des années 60-70 comme 2000 Maniacs ou Blood-Sucking Freaks. Donc c'est vraiment on est un film qui va multiplier les propos scabreux pour continuer et pousser l'excès d'avoir on va dire ce récit presque anthologique en fait d'une histoire en fait très typique de l'époque en fait. Ouais, en tout cas d'avoir un film presque témoin de cette époque-là. Pas forcément témoin dans ce qu'était vraiment l'Amérique à ce moment-là. Attention, ne ramenons pas le film non plus pour ce qui ne l'est pas. Non. Mais en tout cas de ce que pouvait être le cinéma underground de cette époque-là et ce qu'il avait à raconter des États-Unis aussi. Voilà, tout simplement. C'est ça. Merci Seb. Non mais c'est vrai qu'en fait, pour conclure en fait sur Street Trash, c'est vrai que c'est un film à voir forcément si vous aimez le côté très bête et méchant et le côté très second degré, le film va vous parler quoi. Mais en tout cas c'était la dernière de la saison. Oui, et quelle dernière. Voilà. Quelle dernière. Il fallait bien qu'on termine avec un grand film. Un grand film, attention, je rigole, mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Parce que finalement, heureusement que Street Trash existe, parce qu'il faut toujours le dire, et heureusement que ce genre de film continue d'exister. Absolument. Merci Seb. Merci à toi. On se retrouve donc à la rentrée prochaine. Ciao tout le monde. Bon été à tous. RCN, www.rcn-radio.org